Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Non, antisocial, pas tout de suite, hein. Aujourd'hui, c'est le parcours associé individu, morale et société. Ouais, je sais, c'est moins fun, mais bon, tant pis, c'est parti. Donc, ce parcours associé, il est bien sûr lié à votre œuvre intégrale, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Alors, on commence par une définition des notions de ce parcours. Tout d'abord, la notion d'individu. Il faut savoir que le terme même d'individu et l'acception qu'il recouvre sont très modernes. En effet, cette notion n'apparaît qu'au XIXe siècle. Elle permet de désigner un être humain doté d'une conscience et d'émotions. Quant à la société, on peut la qualifier, la définir comme un ensemble d'individus qui doivent respecter un ensemble de règles sociales et politiques et qui partagent un même socle culturel. Par conséquent, soit l'individu est partie intégrante de la société, il est inséré dans ce groupe, soit l'individu va se positionner contre, va être dans une position de rejet. Alors, dans La Princesse de Clèves, on peut se dire que justement, il est question d'un individu face à la société. En effet, l'héroïne, donc Madame de Clèves, va être déchirée entre les règles imposées par la société de son époque et d'autre part ses sentiments et la passion qu'elle ressent, passion interdite pour le duc de Nemours. Ainsi, l'héroïne dans ce roman, finalement, ressemble beaucoup aux héroïnes de tragédie. En effet, la princesse est soumise à des dilemmes permanents. Rappelez-vous, le dilemme, c'est quand on est confronté à deux solutions qui ne nous satisfont pas complètement, ou en tout cas entre lesquelles le choix est impossible. Or, ce dilemme est vraiment l'une des caractéristiques des héros de tragédie. On parle d'ailleurs de dilemme cornélien, d'accord, cornélien qui vient donc de Corneille. Et en effet, dans les tragédies de Corneille, les personnages sont toujours tiraillés entre l'honneur et l'amour, le devoir et la passion. Vous avez sur cette diapositive une petite vignette qui est issue du roman graphique La Princesse de Clèves, où l'on voit bien justement ce monologue intérieur auquel elle se livre et qui reflète ce tiraillement entre ses passions, ses sentiments et les exigences de la société de son époque. Autre notion de notre parcours individu, moral et société, le terme de morale. On peut définir ce terme comme l'ensemble des règles de conduite relatives au bien et au mal. Donc la morale est finalement ce qui doit nous dicter une ligne de conduite, ce qui doit normalement nous empêcher de partir sur le mauvais chemin et de choisir le bien, ce qui bien entendu n'est pas toujours le cas en fonction des individus. Alors, dans La Princesse de Clèves, on peut justement considérer que cette morale pèse un poids important sur le personnage éponyme. En effet, l'héroïne est sans cesse tiraillée entre ses désirs et les exigences de la morale de son époque. Vous remarquerez lors de votre lecture et relecture que le mot vertu apparaît très souvent et occupe une place importante dans le roman. Ce mot vertu renvoie notamment à cette idée de fidélité absolue dans le mariage. Fidélité essentiellement attendue de la part des femmes, bien entendu. Donc là, normalement, une épouse se doit d'être totalement fidèle à son mari et ne doit pas entamer de liaison adultérine. Alors, bien entendu, malgré ce code moral, la cour, comme vous le savez, était un lieu de tentation. Et d'ailleurs, Diane de Poitiers, qui était la maîtresse du roi, n'avait pas qu'un seul homme à son palmarès. On insistera aussi à propos de la morale sur l'importance de la figure maternelle, incarnée donc par Madame de Chartres, qui apparaît comme une véritable directrice de conscience. Je vous invite à retrouver les passages, le passage notamment où elle met en garde la princesse contre la cour et le passage où on a le droit au discours de Madame de Chartres juste avant sa mort.
Vous avez là encore des vignettes qui vous montrent ce rôle de Madame de Chartres, représenté ici, hein, vous le voyez, de manière très austère. Hein. On a presque l'impression d'une nonne hein, sortant d'un couvent, en tout cas au niveau du graphisme. Si on revient un peu à la société dans La Princesse de Clèves, on rappellera que l'intrigue se déroule au temps des Valois et à la cour d'Henri II. Mais Madame de Lafayette va principalement se focaliser sur les années 1558-1559. Ce sont des années qui sont riches en événements politiques. En effet, on a par exemple des négociations de paix avec l'Espagne, on a la mort de Marie Tudor ou encore la mort d'Henri II. Et en fait, on se rend compte que Madame de Lafayette opère un véritable parallèle entre l'histoire de France et l'intrigue amoureuse. C'est comme si les événements de l'histoire, qui deviennent de plus en plus sombres et de plus en plus tragiques, accompagnaient la descente aux enfers de la princesse de Clèves, qui est confrontée à la noirceur de sa passion à laquelle elle ne veut pas céder. Cette cour d'Henri II, elle a été choisie, alors je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, parce qu'elle peut faire penser à la cour de Louis XIV. D'une part parce que c'est une cour raffinée qui va être caractérisée par son faste, mais aussi par son goût pour les arts et les lettres. D'accord? Donc là, on renvoie au domaine du plaisir, du plaquéré dans le classicisme. Mais c'est aussi un lieu vraiment d'apparence, un lieu trompeur. Et finalement, le lecteur ne doit pas se laisser duper par toute cette magnificence, ce luxe hein, qui en met plein la vue, parce que derrière tout ça se cachent manigances et intrigues. On peut se dire que finalement, la cour d'Henri II, c'est pas si éloigné que ça de ce que vous viviez au lycée. Il y a des apparences très très jolies, hein, des gens qui paraissent très bien sous tout rapport, mais vous découvrez bien vite que derrière ces personnages peuvent se cacher de vrais hypocrites, lançant des rumeurs, des harcèlements, et etc. Là encore, vous avez un extrait du roman graphique hein, adapté de La Princesse de Clèves. Je vous ai retranscrit les paroles de la mère, hein, Madame de Chartres. Venez, ma fille, pendant notre voyage vers Paris, je dois vous instruire de la cour d'Henri II et de ses intrigues. Si vous jugez sur les apparences, vous serez souvent trompé. Ce qui paraît n'est presque jamais la vérité. Donc là, on est vraiment sur cette idée d'instruire la jeune fille pour la mettre en garde contre les dangers de la cour qui n'est qu'un lieu d'illusion. Donc finalement, la société dans La Princesse de Clèves, et notamment la cour, apparaît comme un lieu de divertissement, au sens pascalien du terme. Alors qu'est-ce que c'est pour Pascal que le divertissement? Le divertissement, c'est tout ce qui va nous empêcher de nous confronter à notre condition de mortel. Tout ce qui va nous empêcher de penser que la mort nous attend et qu'elle risque de frapper. Finalement, on va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour fuir l'ennui et ne pas se retrouver face à notre condition dérisoire. On peut d'ailleurs rappeler l'étymologie du verbe divertir, qui vient de divertere, qui signifie se détourner de, s'éloigner de son existence et de ses exigences. Finalement, se détourner de l'essentiel. Alors, pour que la notion de divertissement pascalien vous paraisse peut-être un peu plus abordable et en tout cas que vous l'abordiez d'un point de vue un peu plus humoristique, je vous invite à regarder la vidéo suivante du coup de fil, le divertissement pascalien. On peut donc se dire que La Princesse de Clèves est en quelque sorte un roman d'apprentissage. Un double roman d'apprentissage puisque la princesse va apprendre ce qu'est la cour et ses dangers. En effet, rappelez-vous, lorsqu'elle arrive à la cour d'Henri II, elle est à peine âgée de 16 ans et sa mère la balance sur le marché du mariage pour qu'elle trouve rapidement un prétendant digne d'elle. Or, la princesse va rapidement découvrir l'envers du décor, les complots, les manigances et surtout la tentation incarnée par le duc de Nemours. Elle va également aussi faire l'apprentissage de l'amour puisqu'elle va devoir faire le choix entre sa fidélité dans le mariage, mais elle va aussi être tentée par l'attrait de la passion adultérine, par l'amour interdit qui va lui faire connaître les affres de la jalousie. On peut donc se demander si la princesse de Clèves est une héroïne. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en quelque sorte une héroïne tragique dans la mesure où c'est un personnage qui est complètement divisé, déchiré entre sa raison et sa passion,
Mais elle est aussi héroïque car elle va se contraindre elle-même en se détournant d'un amour interdit. Elle va donc ainsi se construire sa propre identité, son propre destin. Mais on peut se demander justement si ce choix est un véritable choix, s'il n'est pas dicté par une entité supérieure à la princesse de Clèves, n'est-ce pas la société et la morale de son époque qui la force, en quelque sorte, à faire ce choix de la vertu et de la fidélité à son mari. Et finalement, est-ce que ce choix l'a conduit à une existence heureuse? On est en droit de se le demander. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté finalement du personnage de la princesse de Clèves et de la morale qui se dégage à la fin du roman. Alors, pour explorer ce parcours associé individu, morale et société, je vous invite dans La princesse de Clèves à repérer les passages de confrontation, notamment entre la princesse et les autres personnages, comme sa mère, son mari ou le duc de Nemours, de repérer aussi les passages où sont mentionnés des faits historiques, et enfin de repérer les passages soulignant l'hypocrisie qui règne à la cour. D'autre part, n'oubliez pas que ce parcours associé va nous permettre aussi de découvrir des textes d'autres auteurs au fil de notre étude. Donc notamment, on verra un texte de Balzac. Donc n'oubliez pas de voir comment, dans le texte de Balzac ou encore dans le texte de Chauderlot de Laclos, ces notions d'individu moral et société entrent en interaction. Et bien voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt.